Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour ce deuxième webinaire Parole d'experts de SIGA. Je suis Aris Christodoulou, président fondateur de SIGA. Pour celles et ceux qui nous ne connaîtraient pas encore, SIGA est une méthodologie scientifique publiée qui permet de classer les aliments en fonction de leur niveau de transformation. On aide ainsi les fabricants et distributeurs à améliorer la qualité de leurs produits, de leur assortiment, tout en informant également les consommateurs sur le niveau de transformation de ces derniers assortiments, puisqu'aujourd'hui, nous avons mis à disposition du grand public une application qui a déjà atteint 150 000 téléchargements. Je vois que parmi nous, ce jour, nous avons un certain nombre de diététiciens. Nous avons aussi développé un kit pour les professionnels de santé qui est disponible sur notre site Internet avec un certain nombre d'éléments. N'hésitez pas à aller le télécharger. Concernant les aspects pratiques de ce webinaire, si vous avez des questions techniques, je vous remercierai de les adresser dans l'espace chat. Pamela et Stéphane de SIGA répondront à vos éventuelles problématiques. Vous avez aussi un espace questions dans lequel vous pouvez adresser des questions pour nos différents panélistes, des questions que nous ferons remonter à ces derniers pour recueillir leur avis. Aussi, vous trouverez des sondages dans l'espace sondage auxquels vous pourriez répondre tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas d'y aller au fur et à mesure. D'ailleurs, un premier sondage devrait d'ailleurs déjà être affiché dans cet espace. Sans plus attendre, nous allons accueillir nos experts de ce jour. Donc, l'équipe SIGA est accompagnée par un comité d'experts dans plusieurs disciplines. C'est à eux que nous donnons la parole ce soir sur le thème de l'alimentation en collectivité. Nous avons aussi une experte invitée et nous commencerons par elle. Nous recevons donc Virginie Mokoera, qui est diététicienne spécialisée en qualité et sécurité alimentaire pour la restauration collective. Virginie, un petit mot pour débuter cette conférence? Bonjour à tous. Merci d'être venus, c'est chouette d'avoir autant de monde. Un petit mot sur moi. La restauration collective, c'est un choix de carrière me concernant. Et ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille en restauration collective. Ce choix de carrière, c'est parce que pour moi, la prévention est quelque chose de très, très important. Donc, c'est dans ce domaine-là que je me sentais le plus à même d'exercer en tant que diététicienne. Ce choix m'a amenée à me spécialiser sur la qualité. Avec la gestion du PMS, plan de maîtrise sanitaire dans un premier temps, et puis quelques normes NF, celle qui est en lien avec le PMS pour certains établissements, la 22000, celle qui est en lien avec le service client, la 9001, et le service restauration en scolaire. Alors celle-là, elle a un nom NFX 50220. Je me rappelle jamais par cœur, donc je l'ai noté dans le petit, dans le petit memento. Donc ça, c'est les différentes normes sur lesquelles j'ai pu travailler au cours de ma carrière. Aujourd'hui, je continue à travailler sur certaines de ces normes, mais aussi sur des démarches qualité volontaires, soit dirigées, soit effectivement inventé par les établissements. Ça dépend des demandes. J'ai la chance d'avoir une expérience assez riche en termes de typologie d'établissements. J'ai travaillé dans des établissements qui vont de 20 à 15 000 repas jour, qui balayent l'ensemble des convives, de la crèche jusqu'à l'EHPAD en passant par les étudiants. Dans différentes activités au sein de la restauration, de l'achat jusqu'à la distribution, en passant par l'organisation de la production en lien avec le plan de maîtrise sanitaire principalement, en passant aussi par l'éducation nutritionnelle et la formation des professionnels. Je suis intervenue sur des cuisines qui cuisinaient sur place, sur des cuisines centrales et sur des cuisines satellites, qu'elles soient en autogéré, en société de gestion, en privé ou en public. Donc, pour ceux qui connaissent le secteur, j'ai eu la chance d'intervenir dans pas loin de l'ensemble du panel de la restauration collective aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette intro, Virginie. Nous sommes très satisfaits de pouvoir vous accueillir ce jour et je suis convaincu que nous bénéficierons tous de votre expertise pendant ce webinaire. Nous accueillons aussi ce jour le docteur Didier Montet, qui est chercheur en
sûreté sanitaire, expert national en biotechnologie et additifs. Il est chercheur au CIRAD et représente aussi le CIRAD au niveau de l'EFSA, consulte aussi pour l'ANSES. Comment traitez-vous, vous, Didier, l'alimentation en collectivité dans votre domaine? Merci, Harris. Ma collectivité est très grande puisque je travaille sur toute la planète. Avant le virus, j'étais en déplacement une fois par mois dans un pays étranger. J'ai deux activités principales. Moi, j'ai une activité de recherche en laboratoire et ces activités, c'est sur de la microbiologie et sur des détections de mycotoxines. C'est les toxines produites par des moisissures. Je ne sais pas si on va aborder ce thème-là. Ma collectivité est immense. Ce sont des chercheurs ou des administratifs du monde. Et dans le monde, j'ai une facilité, une capacité d'expertise qui est de mettre en place des systèmes sanitaires publics pour protéger la population contre les attaques de ces micro-organismes ou des produits chimiques éventuellement. Voilà. Sinon, au niveau de l'ANSES, ça fait 15 ans que j'y travaille. Je travaille au niveau de l'Union européenne, de la FAO et plein de petits trucs comme ça, des ambassades de France. Et je forme aussi pas mal de fonctionnaires africains ou asiatiques à la sûreté des aliments pour qu'ils puissent après développer tout ça dans leur pays. Voilà. À tout à l'heure. Un axe intéressant à développer dans le contenu de ce webinaire. Et pour finir ce tour de table, nous avons le plaisir également d'accueillir Jean-Jacques Azan ce soir. Il est consultant expert en restauration collective pour l'amélioration des offres et la clarification des besoins. Il est chef de mission aussi, chargé de mission, excusez-moi, pour Agores. L'alimentation en collectivité fait partie de votre vie quotidienne depuis longtemps, n'est-ce pas, Jean-Jacques ? Je vous inviterai à ouvrir votre oui, parce que d'abord, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai pratiqué, j'ai fait le test consommateur, qui n'était pas toujours très satisfaisant, et puis finalement, je suis venu à y travailler. J'ai dirigé une restauration scolaire à Paris, donc avec laquelle qui avait quelques turbulences. Et puis on est revenu en gestion directe complète. On a fait beaucoup de frais. On a essayé de bannir tout ce qui était déjà un peu trop transformé, on va dire ça comme ça, parce que c'était il y a plus de temps. Et puis et à essayer de produire à partir de frais, y compris des desserts, etc., etc. Et on est arrivé jusqu'à un peu plus de 10 000 repas avec pas mal d'enseignants. J'ai adhéré à l'association Agores, dans laquelle, d'ailleurs, comme directeur de cet arrondissement, j'ai participé à l'écriture de la fameuse norme X 5220, qui a donné aussi, d'ailleurs, un dossier de certification et une marque NF 431, si quelqu'un veut la connaître. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de certifiés, hein. C'est pas une grande réussite, mais en tout état de cause, cette norme, elle visait à améliorer le service en restauration scolaire, en particulier, et pas seulement sur les questions de dépenses, mais plus sur les questions d'organisation du temps, de la manière dont on pouvait concevoir la restauration scolaire, pas seulement comme un moment de nutrition, mais comme un service social à vocation éducative, donc pas seulement nutritionnel. Sans oublier, bien évidemment, les questions nutritionnelles. Moi, à Agores, j'ai participé pendant très longtemps, et je continue, à tout ce qui est réglementation, recommandation nutrition. Je suis d'ailleurs à peu près un des seuls non-diètes qui participent de tout ça, donc je suis très bien entouré. Et j'ai tout à fait conscience du métier et des qualifications des diététiciennes qui ne sont pas seulement des techniciens pour fabriquer des menus, et qu'il est tout à fait utile d'avoir dans ces services. J'ai arrêté de diriger cette restauration et je suis devenu consultant où j'essaye d'aider des villes ou des entreprises d'ailleurs, parce que c'est arrivé, ou des établissements associatifs à ou reprendre en gestion directe ou au moins à gérer mieux leur maîtrise de qualité de restauration, et en accent sur d'une part les questions de gestion, d'autre part sur les questions d'organisation, mais toujours axé totalement qualité. Donc j'aide à faire un peu de marché, en particulier de marché de denrées. Et puis la situation actuelle, avec d'une part la crise sanitaire, mais aussi toutes les discussions qui ont eu lieu pendant les élections,
font qu'il y a eu beaucoup de discussions sur l'alimentation, sur la restauration. On a l'impression d'ailleurs que la restauration collective va sauver le monde, hein. Mais bon, il faut quand même pas trop pas trop s'y croire, hein. On peut quand même rester un petit peu modeste. Moi, j'ai l'habitude de considérer que les repas à l'école, même s'ils ne sont que 140 sur 700, sont essentiels. Bon, enfin bon, il y en a quand même que 140, hein. Bon, donc en fait, on ne sauvera pas le monde, mais on peut y participer au fait qu'il ne soit pas moins bien après qu'il n'était avant. Et pour ça, les choix des aliments, les choix des process de fabrication, tout ça est essentiel pour le résultat réel qu'il y aura dans l'assiette. Parce que si on veut, par exemple, lutter contre le gaspillage, faut d'abord que ça soit bon. Si c'est dégueu, c'est normal que ça soit jeté à la poubelle. Enfin, c'est pas mangeable, c'est pas mangeable. Quand on ne sait pas commander, on est mal organisé, il faut se restructurer et mieux maîtriser tout ça. Et c'est ce que j'essaie de faire comme consultant auprès des différentes villes qui me sollicitent. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette intro. Beaucoup d'éléments sur lesquels nous pourrons revenir effectivement pendant cette table ronde. Sans plus attendre, on va ouvrir du coup le premier thème qui va porter sur les enjeux de la restauration collective. La restauration collective, c'est quelque chose qui nous concerne tous, ou du moins qui nous concernait tous jusqu'à 2020 et la situation sanitaire quelque peu extraordinaire. On notait effectivement jusqu'à cette date une augmentation de la restauration hors foyer avec de moins en moins de repas pris à la maison. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est près de 60% des élèves de maternelle ou de primaire qui d'ailleurs déjeunent à la cantine. Quand on parle de restauration collective, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a premièrement les enjeux dits classiques ou historiques qui sont de nourrir suffisamment, en sécurité, avec une notion d'équilibre nutritionnel, au repas, adapté selon une cible et avec un budget restreint. Ces enjeux, je pense, résonnent chez tous nos experts. On a déjà entendu quelques commentaires sur ces aspects. Aujourd'hui, en revanche, on a de nouveaux enjeux qui prennent de plus en plus d'importance ces dernières années. On va penser notamment à la durabilité de notre alimentation en matière de santé pour les populations et de durabilité pour la planète. Ça induit du coup de considérer peut-être d'autres aspects aussi, tels que le degré de transformation des ingrédients et produits servis, la traçabilité de ces derniers, les aspects aussi de localité, de bio, voire même, et comme vous l'évoquiez, de la gestion du gaspillage alimentaire par les collectivités. Ça vient répondre aussi à des demandes croissantes du consommateur en matière de goût, de qualité aussi, de clean, de choix. On veut plus de choix aussi en restauration collective et on veut aussi voir apparaître d'autres alternatives qui vont venir répondre à chaque régime spécifique que l'on va rencontrer, au-delà même des aspects de présentation dans l'assiette qui peut-être pourraient diminuer le gaspillage que vous évoquez. Du coup, en tant qu'expert, comment est-ce que vous arrivez à concilier finalement ces deux dimensions, la dimension historique et cette nouvelle dimension durabilité dans vos travaux? Quelle est votre vision sur ce sujet? Je vais vous laisser rouvrir vos micros, mais peut-être on peut prendre vos témoignages dans l'ordre. J'invite Virginie à prendre la parole en premier. D'accord. Effectivement, pour moi, le central, c'est le besoin. Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, on échangeait avec des collègues diététiciens. J'ai beaucoup d'échos. Didier, je vous inviterai à fermer votre micro, s'il vous plaît. Bon. Donc, je disais, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, j'ai échangé avec des collègues diététiciens sur quels étaient les besoins d'un enfant pour être bien nourri. Et donc, chacun y est allé des mots qui venaient à l'esprit ou des explications. Et à partir de l'ensemble de ces mots, moi, j'ai travaillé sur une symbolisation sur être bien nourri. Et parmi les mots, il y avait effectivement les mots de la sémantique des enjeux classiques historiques, donc le bien manger en termes purement nutritionnels, la notion de sécurité, la notion de repos, il y avait ces notions-là effectivement, mais il y avait pas mal de mots qui relevaient aussi des notions plus psychologiques, donc sur les limites, sur l'appréhension des bons petits plats, des exemples à suivre. Vous pouvez voir à l'écran mon hélicoptère mot nuage qui est apparu.
Donc des mots un peu plus psychologiques et d'autres mots plus philosophiques qui amènent des réflexions un peu différentes, comme l'amour inconditionnel, le lien avec la nature et les animaux, la musique, la découverte, donc des mots un peu plus philosophiques. Et finalement, en travaillant sur ce nuage, je me suis dit que les besoins, l'image qu'on avait, nous professionnels, des besoins pour l'enfant, finalement, n'était peut-être pas si éloigné que ça des besoins de l'humain, tout simplement. Et ça fait le lien avec mon métier, ça a fait écho, puisque dans mon métier, pour moi, c'est effectivement satisfaire les besoins des convives. La priorité, pour moi, elle est là. Alors, comment on s'y prend? Pour moi, la première étape, effectivement, c'est rencontrer le public pour valider ses besoins. Parce qu'on a souvent une image des besoins du public, mais est-ce que ça correspond à la réalité du besoin du public? Des fois, la question mérite d'être posée. Il y a évidemment une veille réglementaire sur le plan de la santé publique, même si effectivement on ne résoudra pas tout, mais en termes d'éducation, on peut au moins passer les bons messages sur la partie restauration. Évidemment, la veille sur la partie sécurité et sur la partie technique aussi. Et moi, mon métier, ces ingrédients-là, je les mets dans la marmite de l'établissement dans lesquels il y a déjà les ingrédients historique, fonctionnel, humain de l'établissement. Et de cette marmite, avec l'équipe, on en sort une recette et puis on la goûte et puis on l'améliore et puis on la regoute. Et c'est effectivement, ça rejoint les démarches d'amélioration continue. Et pour moi, ce qui est la richesse, c'est que chaque établissement, la recette, elle est unique, elle est évolutive. Donc c'est une richesse à exploiter. Merci Virginie pour cette intervention. Du coup, c'est davantage par la mise à contribution des parties prenantes que vous venez travailler sur ces deux dimensions et leur réconciliation. C'est ça. Peut-être que Jean-Jacques et Didier peuvent aussi nous partager leur avis en la matière. Je vais laisser Didier prendre là. Je remets le micro. En fait, moi, c'est pas le mot durable qui m'inspire quand j'entends restauration collective. C'est deux termes que l'on retrouve dans la loi, c'est la confiance dans le système et la responsabilité des acteurs. Quand vous allez manger en restauration collective, quelle qu'elle soit, que ce soit à l'école, au restaurant, au supermarché, vous avez confiance dans un système que vous ne connaissez pas et qui est complètement opaque. Vous avez votre plat devant vous, vous mangez, et à aucun moment vous allez vous dire « je vais m'empoisonner avec ça ». Donc ça, c'est vraiment absolu quand on le dit, ça c'est l'Europe. Quand vous êtes en dehors de l'Europe, dans les pays en développement, vous n'avez pas ça. Vous ne mangez pas en restauration collective avec confiance, vous avez peur de manger. Et ça, c'est mon métier, c'est la sûreté des aliments. Après, les responsabilités des acteurs, c'est-à-dire des producteurs, que ce soit de l'agriculture, les transformateurs, les cuisiniers, tout ça, ont une responsabilité absolue en termes alimentaires, parce qu'à aucun moment, ils ne doivent empoisonner les gens. Et ça, c'est donc ce que m'inspire la restauration collective. C'est un métier qui est compliqué, sur lequel on fait peser des responsabilités qui sont vraiment énormes sur les gens. Merci beaucoup pour ce retour, Didier. Je vais laisser Jean-Jacques peut-être nous parler de la manière dont lui appréhende ces deux dimensions aujourd'hui dans son métier et ses activités. Oui, à Agores, on a l'habitude de parler de qualité globale et de regarder la restauration collective comme étant un aspect global. Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, il y a un aspect nutritionnel où il faut manger bon, propre et juste. Et puis, il y a un aspect éducatif où c'est beaucoup plus facile d'éduquer quand on mange propre, quand on a du bon, propre et juste. Et puis, il y a un aspect social. Et la restauration collective, elle a cette vocation sociale. Alors, on va considérer que c'est moins vrai dans d'autres secteurs. Enfin, c'est tout aussi vrai en secteur entreprise, dans le médico-social, que en restauration territoriale, comme on le gère nous.
Ces trois dimensions-là doivent être prises en compte et la question financière, elle a son importance, mais il faut la regarder des deux côtés, quoi. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées, qui sont le durable, la question du plastique. On a d'ailleurs, nous, sorti un premier livre blanc sur le plastique en restauration collective, sur son utilisation, pour pouvoir continuer cette année, l'année prochaine, à avoir des pistes pour le supprimer. Pour trouver les moyens de le supprimer. Mais de toute façon, ce genre de choses ne se fera pas en une semaine. Hein. On a fait pendant 40 ans, on a rajouté du plastique partout. C'est pas demain, 11h, on s'arrête, c'est fini. Ça marche pas. Hein. On le sait tous. En tout cas, nous, on le sait bien. Et donc, il y a tout ce genre de demandes nouvelles. Il y a des demandes sociales, il y a des demandes sur la qualité de la prestation. Et ça, c'est les demandes essentielles des enfants. Enfin, dès qu'on vit d'ailleurs, quel que soit l'endroit. Et puis, il y a ces questions de durabilité qui sont plus des questions sociétales et qui sont devenues aujourd'hui un peu plus sociétales qu'elles ne pouvaient l'être il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, l'idée de diversifier ce qu'on mange, mais de chercher toujours à améliorer sa qualité, de ne pas chercher juste à manger sans sucre, juste pour rajouter de l'aspartame, mais à manger des choses vraies et de les cuisiner. C'est au travers de ça que nous, on essaye de régler cette question de la durabilité. Ça veut dire que pour nous, la question, elle se pose sur comment est-ce qu'on fait, un peu comme une cuisine de village. C'était un peu un des titres de la charte qualité d'Agorest qui a déjà plus de 30 ans. C'est comment, en clair, on a des produits qu'on connaît, qui sont sains, qu'on traite, qu'on cuisine. Pas juste de la manute et puis réchauffer un truc qui vient de quelque part. Ça limite un peu la confiance. Ça limite surtout la maîtrise de ce qu'on sert. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est justement de s'investir là-dedans et de pouvoir y faire se rencontrer et ces questions nutritionnelles et ces questions éducatives, cette question sociale, et puis d'avoir une alimentation durable. Alors, ce qui est durable, c'est pas ce qu'on n'a pas mangé, puisque ça dure plus longtemps, mais c'est pas seulement les boîtes de conserve qu'on se disait rapidement pour rigoler, mais effectivement, c'est quelque chose qui ne nuit pas à l'environnement, qui ne va pas nuire à la planète, qui ne va pas exterminer une source de biodiversité. Et donc, il y a une réflexion qui doit avoir lieu et les responsables de restauration collective, ils sont aujourd'hui tous en train de chercher à répondre à cette question. Et elle n'est pas très simple. On l'a sur les achats. Alors, en restauration collective publique, c'est simple, on a des marchés publics et donc on a une petite contrainte quand même supérieure. Et donc, on cherche la manière dont on va pouvoir acheter ce qu'on veut de produits durables, on va dire plutôt de proximité, plutôt en circuit court, et comment est-ce qu'on va faire pour combiner ces exigences-là qui sont des exigences sociétales avec leur réponse qui est une réponse nutritionnelle, qui peut nous apporter des éléments sur le reste, et puis cadre du code de la commande publique qui est un peu plus casse-pied à assumer. Mais on sait le faire, c'est possible. C'est possible. Bon, bien sûr, ça fait un peu mal au cerveau, mais ça fait pas très très mal en fait. Quand on triture le cerveau, ça va tant qu'on le fait. Tant qu'on le fait en réfléchissant, ça va. Et c'est beaucoup moins cher que d'autres trucs, hein, par ailleurs. Et c'est beaucoup mieux en termes d'organisation. Donc moi, c'est un peu ça que j'essaie de faire et de faire comprendre. C'est que oui, c'est compliqué, oui, tout ça, mais est-ce que c'est pas plus compliqué de se dire, voilà, comment je vais traiter les problèmes de santé après? Comment je vais traiter les problèmes d'éducation nutritionnelle et d'éducation à l'alimentation après, une fois que j'ai rien présenté à personne? Comment est-ce que je rentre là-dedans? Comment est-ce que je fais des enfants, par exemple, des acteurs, consommateurs, conscients et responsables qui vont agir pour leur propre santé et pour celle des autres après, si je leur ai jamais rien présenté et si jamais j'ai pas fait mon boulot. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que ça vous inspire des commentaires, Didier ou Virginie? Vous souhaiteriez rebondir sur ceci? Je sais pas. Moi, j'ai toujours des commentaires, hein, de toute façon. Jean-Jacques a montré la complexité du problème alimentaire du consommateur, en fait, hein, le consommateur veut tout, mais ils ne veulent pas tous la même chose. Hein.
Il y en a qui vont acheter pour des histoires de prix, donc on l'a montré, marché public, ça veut dire prix bas. Il y en a qui vont avoir des problèmes religieux, il y en a qui vont vouloir une sûreté absolue, il y en a qui veulent faire du sport, il y en a qui… Voilà, enfin, des problèmes écologiques, des problèmes d'allergie. Alors tout ça, c'est la vie des gens qui travaillent dans l'alimentaire. Il faut savoir qu'historiquement, là, en Europe, là, on a eu 3 étapes, en fait. Là, je vais vous faire un petit cours sur les étapes psychologiques de l'alimentaire. On a eu la guerre de 40 qui a créé un problème de manque de nourriture. Hein. Il a fallu que la France et l'Europe produisent des aliments. Et ce qui a causé la création de l'INRA, par exemple, des centres de recherche en agroalimentaire qui ont bien travaillé. Et ça a été l'avènement des pesticides. Ça, on pourra parler après de ces problèmes-là. Une très grande réussite, hein, pas le pesticide, la production alimentaire, qu'on appelait la sécurité alimentaire. Puis après, il y a eu, c'est pour simplifier, il y a eu l'avènement de la qualité. Les gens voulaient une qualité absolue. C'était les années 80, ça, pour ceux qui l'ont connu. Hein. On avait des briques de lait qui nous claquaient dans les doigts. On avait des moisissures sur les biscottes. Enfin, tout ça, on ne le voit plus du tout. Et après, est arrivé l'avènement de la sécurité absolue dans laquelle je travaille, moi. Et puis là, on vit l'époque formidable d'Internet, c'est-à-dire que les gens sont au courant de tout, ils veulent tout savoir, ils veulent décider tout et ils veulent choisir ce qu'ils mangent. Alors ça crée une espèce de brouhaha. Hein. Vous avez à la fois de l'écologie qui se mélange avec de la nutrition, qui se mélange avec de la santé. Et on vit avec, et c'est formidable, parce que nous, ça nous crée du boulot pour 200 ans. Bon, comme moi, je prends ma retraite l'année prochaine, ça va être foutu, il va falloir trouver des remplaçants. C'était ce que ça me faisait penser. Peut-être avons-nous des prétendants dans l'audience. Je vous remercie pour ces premiers éléments. Bon, sur ce premier thème, je propose qu'on commence à répondre à certaines questions. Donc, rappel aux participants, vous pouvez adresser vos questions dans l'onglet questions dédié à cet effet sur l'outil Livestorm. La première question porte sur la proportion d'aliments transformés dans l'alimentation des restaurations collectives. Alors, il y a une grande différence côté SIGA entre transformé et ultra transformé. Le transformé est caractérisé par l'ajout de gras, sucre, sel, ingrédients culinaires dans les préparations, quand l'ultra transformé est caractérisé par la présence de marqueurs d'ultra transformation, des ingrédients qui ne sont pas obtenus par des procédés mécaniques ou thermiques simples. Donc, pour ce qui est de la proportion des aliments ultra transformés en restauration collective, est-ce que Virginie pourrait peut-être un peu nous éclairer? Alors, ça va dépendre des choix d'achat au sein des collectivités et des moyens matériels, personnels et locaux dont ils disposent. Donc, faire une réponse généraliste sera forcément fausse. Et ce qui me paraît intéressant, c'est pas de savoir combien il y en a aujourd'hui, c'est quelle démarche on a pour demain par rapport à cette problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'il y en ait de moins en moins? J'apprécie cette réponse. Nous avons une autre question, alors qui avait été posée par Sylvie, qui travaille chez SIGA, qui était destinée à Didier. Pouvez-vous nous préciser ce que vous mettez sous le terme empoisonné quand vous parliez d'empoisonnement en restauration collective? Alors d'abord, c'est pas la restauration collective qui empoisonne, c'est bien les aliments quand ils sont maltraités. Hein, ça n'a rien à voir avec le collectif. C'est souvent collectif d'ailleurs les empoisonnements. Alors il y a des définitions qui sont des définitions officielles. Il y a la toxicité qui est une définition officielle. Alors la toxicité c'est très particulier, c'est on augmente une quantité d'un poison. Hein, ça peut être une molécule chimique, ça peut être un pesticide, un additif. Je ne classe pas les additifs dans les poisons, hein, loin de là. Mais il y a beaucoup de poisons naturels. Hein. Ça peut être un minéral, ça peut être également un micro-organisme. On fait manger ça à des rats pendant 90 jours et on regarde quand la dose permet de tuer 50% des rats. Ça, c'est la toxicité. Donc, ce mot est utilisé souvent à mauvais escient. Les gens voient des toxiques partout. Non, le toxique, c'est quand même quelque chose qui tue des rats et on peut assimiler l'homme à un rat de 70 kg d'après les normes. Hein. Donc, tout ce qui dépasse 70 kg, ce n'est plus des rats hommes. Voilà, c'est ça la norme de toxicité. Quand je parle d'empoisonnement, c'est quand on dépasse une certaine dose d'un de ces éléments. Alors, sur les bactéries pathogènes, c'est un empoisonnement qui peut prendre deux formes. Hein. Il peut prendre une forme de production de toxines
ils vont rendre malades extrêmement rapidement les gens et ça va être brutal. Et la forme septicémie où la bactérie va prendre votre corps en otage et va pousser à l'intérieur de votre corps. Et ça, c'est particulièrement grave. Autant la toxicité, si elle ne vous tue pas immédiatement, vous allez vous en remettre très rapidement. C'est des courbatures, des problèmes de muscles, des vomissements extrêmement rapides. Donc ça, c'est un empoisonnement. Et ça, vous allez vous en remettre relativement vite si vous ne mourrez pas immédiatement. Et ça me fait rire, tiens, c'est bizarre ça. Ouais, c'est pas normal. Et puis, non, je vis avec ça, c'est le problème. Et puis la forme longue qui, elle, est extrêmement dangereuse parce que le micro-organisme, comme vous avez pu le voir d'ailleurs avec ce virus à la mode, là, peut vous tuer. C'est ça l'empoisonnement. Merci pour cette réponse. On va clôturer ce premier thème avec une question pour Jean-Jacques. Croyez-vous que les grands groupes de la restauration collective sont prêts à changer leur politique pour le bien des convives? Autrement dit, la qualité qu'on veut apporter aux enfants est-il tangible pour les grands acteurs? On a choisi le meilleur ami des grands groupes pour répondre à ce genre de truc. La question, c'est pas tellement l'entreprise elle-même d'ailleurs, c'est la manière dont on produit. Parce qu'en fait, un des éléments, c'est que on a quand même pendant un bon nombre d'années, 20-30 ans, considéré que pour avoir des produits de qualité, des prestations de qualité, hygiéniquement parlant, je veux dire, il fallait faire beaucoup de démarches qui n'étaient pas des démarches culinaires. Refroidir beaucoup, refroidir vite, traiter, automatiser, voilà. Des salles blanches sont sorties, on les voyait à la télé, c'était extraordinaire parce que on allait pouvoir avoir confiance, c'était propre. Ah oui, c'était propre, mais bon, c'est pas sûr que ce soit si bon que ça. Parce que quand même, dans tout ça, ce qui nous intéresse, c'est le plaisir de manger et de goûter. Et en fait, c'est avec ça qu'on va motiver les gens, qu'on va éduquer les enfants, et puis qu'en fait, on va avoir une réalité d'équilibre nutritionnel. Parce que si votre plateau, il n'est pas bon, ben, il mangera ce qu'il mangera le moment, mais l'équilibre, s'il est dans le plateau, mais pas dans le ventre, mais qu'il est dans la poubelle, on s'en fout, en fait, de s'être cassé la tête à faire un truc équilibré. Donc, la question, c'est pas tellement les groupes de restauration collective. Eux, ils sont là pour, normalement, faire à manger, bien le faire, et y trouver leur compte, ça veut dire gagner de l'argent. Philippe Guresh a écrit dans un livre qu'il a commis avec l'ancien président de l'Association des maires de France, l'ancien maire de Lons-le-Saunier, en disant que lui, il en voulait beaucoup aux grands groupes de restauration scolaire, de restauration collective, parce qu'ils avaient réussi à faire beaucoup d'argent, mais ils n'avaient toujours pas réussi à faire leur vrai métier, c'est-à-dire donner à manger bien. Bon, je laisse ces paroles à Philippe. Ceux qui me connaissent savent que je partage un peu de tout ça. Mais la question, c'est qu'en fait, on est rentré dans un système où il a fallu faire des cuisines toujours plus grosses et que cette automatisation était la raison du succès, était l'élément du succès. Cet élément du succès hygiène, on va dire, hein, qualité. Et quand aujourd'hui on dit qualité en restauration, 3/4 des temps, c'est de la qualité hygiène dont on parle. Hein, c'est pas la qualité de si c'est bon, etc. Hein, ça, c'est après. Hein. Et en fait, les qualiticiens aujourd'hui, quand on les recrute dans les cuisines centrales, c'est des gens qui font de l'hygiène. Hein. Ils font le plan de maîtrise sanitaire, ils suivent les déclarations et les discussions avec la direction départementale de la protection des populations. On protège les populations contre le mal non hygiénique, mais par contre, on ne les protège pas contre la malbouffe. Hein. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que d'une malbouffe, on sorte de cette malbouffe, pas pour y faire une malbouffe propre, pour faire une bonne bouffe. Et elle sera propre, parce que de toute façon, les gens, pour avoir le droit de faire de la bonne bouffe, ils vont d'abord être obligés d'être propres. Donc, en fait, c'est devenu une contrainte. Hein. Et cette contrainte-là, si on la considère comme une contrainte, ça change. Alors, je pense que c'est très, très difficile. Alors, voilà, quand on a 500, 600 repas, on peut se dire, bon, bah, je vais faire la cuisine presque comme à la maison. Bon, c'est pas 30 repas, mais bon, je peux faire comme à la maison au sens où je peux vraiment prendre des produits, je peux vraiment cuisiner. Voilà. Quand je suis passé à 10 000, je vais tous les éplucher, les oignons le matin, etc. Je vais tout faire, tout. Je demande à voir. C'est possible. C'est très, très, très difficile. Il faut être conscient de ça.
Donc, moi, je milite plutôt pour qu'on soit avec des cuisines d'une dimension un peu humaine. C'est pas toujours très facile. Il faut trouver des mètres carrés, il faut construire le truc, il faut avoir des responsables de la cuisine. Bon, il se trouve qu'en ce moment, on peut trouver des cuisinières. Bon, donc, avis aux amateurs. Hein. Faut profiter et en même temps, ça sera utile. On fera œuvre utile aussi, hein, et sociale. Mais c'est ça un peu. Il y avait une grande tendance à générer des géants. La tendance est en train un peu de s'inverser parce qu'on regarde ce qu'on produit. Et ce qu'on produit, ben, dans les grosses cuisines, il y a quand même vachement plus de sixième gamme, c'est-à-dire de déshydratés, que dans les petites cuisines, hein, en moyenne. Ça ne veut pas dire que les petites cuisines, elles font toutes du fait maison. Hein. Les plus grosses, elles font que de la merde. Ça veut dire que c'est plus difficile dans une cuisine de 10 000 que dans une cuisine de 2 000 ou de 1 500 de faire du vrai fait maison. Et en fait, c'est ça. Donc ensuite, est-ce que les groupes de restauration sont là pour faire juste du pognon? Non, pas obligatoirement, parce qu'un jour, ben, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a plus que du pognon et que c'est pas bon. Et ben, et c'est comme ça qu'ils perdent des marchés. C'est comme ça que d'ailleurs des villes veulent revenir en gestion directe aussi. C'est bon, parce qu'elles ont pris conscience que là, elles vont mieux maîtriser et qu'elles sont prêtes à faire cet exercice et prendre cette responsabilité. Et ce prix de la responsabilité, c'est un choix politique et c'est un choix financier aussi, parce que même si ça coûte moins cher, les risques, on les a. On a l'habitude de considérer, hein, je dis ça tout consultant confondu, hein, que effectivement une gestion directe, quand on reprend en gestion directe après par exemple une délégation de service public, c'est moins cher. Oui, mais on a pris tous les risques. Hein. On prend tous les risques pour demain. Bon, voilà. Donc ça, y a pas, c'est pas toujours univoque la discussion sur le fric en plus. Hein. C'est pas toujours très simple parce qu'en fait, si je veux avoir la meilleure purée de pommes, ben, je vais acheter des pommes de terre que je vais laver, éplucher, écraser, cuire, écraser. Je vais faire ça. Je vais prendre la denrée la moins chère qui existe, hein, en fait. Et je vais avoir le truc le mieux. Juste, il faut que mon process de production il soit adapté à ça. Et si j'ai ma cuisine de 10 000, je ne connais pas beaucoup de cuisines de 10 000 qui font de la purée maison. Hein. Peu, quoi. Je ne sais pas, j'en connais pas. Mais je suis sûr qu'il y en a. Il y en a peut-être à Toulouse, à Nice, à Montpellier, à Bordeaux. Je cite les adhérents d'Agorès hein, pour qu'ils ne soient pas mécontents. mais bien sûr, il y a des grosses cuisines qui travaillent. On le sait, il y a des cuisines qui font vraiment, qui ont continué à chercher, à produire toujours et continuer à produire au maximum. Arrive un moment où c'est bien plus compliqué que quand on était plus petit avant, quoi. Le temps tourne. Merci Jean-Jacques pour cette réponse. Du coup, on a déjà des premiers éléments. On peut regarder un petit peu les sondages sur l'espace à droite. Un nouveau va apparaître avant de basculer au second thème. En tout cas, il y a déjà des choses intéressantes qui apparaissent, puisque quand on pose à notre audience la question pour vous, quels sont les enjeux majeurs de la restauration collective, la sécurité sanitaire apparaît finalement en dernier, après l'équilibre alimentaire, les attentes des consommateurs et le respect de l'environnement. Donc, il y a peut-être une inversion aussi même du côté des professionnels. Je vais basculer tout de suite au thème 2. Donc, le thème 1 était dédié aux enjeux liés à la restauration collective. À ces enjeux viennent répondre aujourd'hui des démarches, des lois, des normes. On pourra notamment penser à la loi Egalim qui prévoit qu'au-delà de 200 couverts jour, nous devons présenter un menu végétarien par semaine. Est aussi inscrit dans cette loi la nécessité d'avoir recours à 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. En parallèle à ce type de loi, on voit aussi se déployer et se développer des labels qui sont de plus en plus repris. Donc, on retrouve les labels officiels type label rouge, bio. On va aussi retrouver des appellations fait maison ou des certifications type EcoCert en cuisine, des démarches HACCP. Toutes ces démarches, elles viennent répondre à une notion de qualité, à différentes notions de qualité d'ailleurs, qui sont pour les aliments qui sont servis dans les cantines. Maintenant, comment est-ce que selon vous, ceci vient répondre aux enjeux que nous avions évoqués, notamment de durabilité, et quelles conséquences vous observez pour la restauration collective?
Je vous laisse la parole. Je reprends l'ordre. En fait, toutes ces normes, moi, depuis une vingtaine d'années que je travaille en restauration collective, pour moi, la démarche d'amélioration continue de la qualité rassemble toutes ces normes et on a toujours eu des normes qui sont venues comme guide ou comme jalon dans l'évolution de la restauration collective. Aujourd'hui, alors, ces normes-là, soit elles venaient du gouvernement, soit elles venaient de volontés de professionnels ou d'associations de professionnels. Parfois même, elles venaient de convives. Aujourd'hui, ça me fait un peu l'effet comme la réglementation sur le paquet hygiène qui est venue tout rassembler les textes qui existaient depuis un certain nombre d'années. J'ai le même sentiment aujourd'hui que la réglementation aujourd'hui Egalim, que la tendance aujourd'hui vient rassembler toutes les expériences qui ont été menées jusque-là et donner du sens et un chemin un peu plus commun. Voilà, pour moi, il y a une volonté de rassemblement là-dedans, mais c'est dans la continuité. Pour moi, malgré les apparences, on a l'impression que ça attaque par différents niveaux, différents angles de point de vue. Finalement, pour moi, c'est assez rassembleur comme situation. Je vous donne un exemple. Si je choisis d'attaquer sur l'angle d'amélioration de la qualité des matières premières, je vais être amenée à vouloir valoriser cette qualité des matières premières. Pour valoriser cette qualité des matières premières, il va falloir que j'agisse sur la production. Donc, je vais agir sur l'amélioration de la qualité de la production. Et puis, mais pour agir sur la qualité de la production, je vais vouloir le faire savoir. Je vais vouloir motiver mes équipes. Et donc, du coup, je vais agir sur la communication vers les convives pour faire savoir que je travaille bien. Donc, pour moi, quel que soit l'angle sur lequel on va travailler, ça va être la théorie des petits pas et forcément, on va rencontrer les autres démarches. Donc, pour moi, actuellement, c'est plutôt rassembleur. Et justement, la diversité des possibilités d'axes d'action, qu'elle soit une première action ou qu'elle soit dans la continuité des actions depuis un certain nombre d'années, le choix, la diversité donne vraiment aux établissements la possibilité de faire en fonction de leur propre sensibilité, de faire en fonction du contexte de l'établissement et de l'historique de l'établissement. Donc, pour moi, c'est une richesse aujourd'hui et c'est plutôt rassembleur. Merci pour cette réponse, Virginie. Peut-être un avis, Didier, Jean-Jacques, sur ces démarches qui sont proposées. Alors moi, ma spécialité, c'est pas Egalim, c'est la loi 178/2002 là, qui dit qu'il faut donner aux consommateurs des aliments sains. Cette loi, c'est la référence européenne de base, c'est-à-dire que tous les aliments en Europe doivent être sains pour le consommateur et c'est pour ça que les gens ne s'aperçoivent pas. Il y a tout un travail en amont qui permet d'avoir cet état. Donc, il n'y a aucun consommateur en Europe qui va se poser cette question et ils vont effectivement acheter pour le goût, pour des problèmes écologiques, pour des problèmes éthiques, mais sans se rendre compte que tout le travail en amont est fait et qu'il est légal. C'est-à-dire qu'on a un industriel qui se tromperait sur le sanitaire, il irait devant des problèmes extrêmement graves. Hein. C'est soit une fermeture administrative, un petit passage en prison, un petit passage au tribunal et surtout des problèmes pendant 10 ans. Donc ça, c'est zéro problème prévu par cette loi là, qui couvre toute l'Europe. Hein. Voilà. Après, tout le reste, ça fait partie de ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est le consommateur qui décide ce qu'il veut. Et après, les industriels suivent comme ils peuvent. Voilà, puis ça va varier au cours du temps, hein, comme ça a beaucoup varié ces 60 dernières années. Et voilà, le consommateur, s'il n'achète pas, c'est un problème. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il mange sain. Merci pour ces éléments, Jean-Jacques. Vous avez peut-être quelque chose à nous partager également? Oui, je veux rebondir sur ce qu'a dit Didier Montet. En fait, jusqu'à maintenant, on considérait qu'un produit sain, c'était quand il n'y avait pas de poison, quoi. Bon. Et que la quantité faisait le poison.
aujourd'hui, on considère que c'est plus vraiment ça et que c'est pas seulement ça. Et c'est pour ça qu'on vient attaquer la question du plastique, par exemple. Mais on va attaquer aussi la question des pesticides, on va attaquer tout ce genre de choses, tous ces additifs qu'on met ou dans la culture ou après, qui ne font pas une nourriture saine au sens large du terme. C'est pas un poison, on va pas mourir avec tout de suite, pas tout de suite, peut-être plus tard. Et c'est très insidieux au sens où quand il y a un truc vraiment qui va pas, bon bah la réaction elle est assez rapide en restauration collective. Hein. Alors c'est sûr, il y en a 3, ils ont été malades, mais ils ont été bien malades. Ça a duré un quart d'heure et après tout est fini. Bon, pour trouver d'où vient la toxi-infection alimentaire collective, on peut toujours s'accrocher, on ne le saura jamais dans 99,9% des cas. Bon. Et puis, il y a le cas, par hasard, où on croit que c'est la lentille bio qui était installée derrière le chemin de fer qui avait… Non, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas bon. Un an après, on s'aperçoit que pas du tout, etc. Je dis ça, c'est pas… Enfin, à Lorient, ça n'a pas fait marrer quand ça a discuté de ça quand même. Mais c'était pas le cas, hein. Ils n'avaient pas tort. Puis voilà. Puis finalement, on n'a jamais su. Bon, il y a d'autres endroits où on sait plus facilement. Hein. Il y a des endroits où on met à niveau les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, la qualité, le propre, bon et juste, il a changé un peu de nature. Et cette question, par exemple, du plastique, elle met ça en avant. Mais ça serait vrai aussi pour l'inox. Il y a quelqu'un qui posait ça dans les questions. J'ai été voir et j'ai vu que la question de l'inox, elle pose une autre question, un autre problème. Alors, de toute façon, ça ne va pas vite parce que, en fait, les cuisines centrales, elles sont construites pour conditionner. Et pour conditionner et reconditionner quelque chose qui a été cuit. Et reconditionner quelque chose qui a été cuit et qu'on doit transporter, on l'a fait dans du plastique. La cuisine centrale, elle est construite autour de ce plastique. En fait, tout arrive, il y a du plastique stocké dans un espace, il arrive, on remplit et on s'en va. Et on le jette à la fin. Il ne revient jamais, le plastique. Il y a du neuf dans la pièce, hein, mais il ne revient jamais. Si on veut faire revenir le plat en réutilisable, quelle que soit d'ailleurs la matière de la réutilisation, il faut qu'il revienne et qu'il soit lavé à l'entrée de cuisine. Cette pièce de lavage, elle n'existe pas à l'entrée de la cuisine dans plein de cas. Et donc, c'est vrai que ça veut dire qu'il va falloir refabriquer quelque chose. C'est-à-dire que les cuisines, elles ne peuvent pas, en claquant des doigts, réinjecter cette pièce qui est en plein milieu de la cuisine et qui devrait être justement à l'entrée. Pas de bol. Mais cette restructuration-là, c'est pas mal d'argent. Et puis, il faut quand même avoir un peu plus de certitude que ce qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on va réutiliser. Je disais ça, mais sur l'inox, par exemple, dans l'inox, il y a du chrome, il y a des matières. Est-ce que ça n'oxyde pas? Normalement, si, c'est l'inox qui n'est pas oxydé, mais l'inox, il oxyde. Donc, c'est quoi les transferts qui existent? On ne les connaît pas exactement. Voilà, la matière la plus neutre qui existe, si j'ai bien compris, c'est le verre. Mais vous voyez quelque chose en verre. Ensuite, la viande, elle va arriver comment? Elle ne va plus arriver dans du plastique, on va nous la servir dans du papier comme à la boucherie normale? Les 82 kilos en papier, c'est pas possible. Donc en fait, il y a tout un process à construire et c'est pas facile de se débarrasser du plastique. Il faut le décider et ensuite il faut construire. Mais ça va mettre du temps. Mais tout ça, c'est des choses qui doivent s'intégrer comme étant des aspects sanitaires non visuels immédiatement, quoi. Et ces aspects-là sont très très importants. Et en fait, on ne peut pas faire fi de ça. On parle même de sécurité sanitaire des aliments. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que l'AFSA en parle aussi. Hein, et l'ANSES en parle. L'AFSA en a parlé, l'ANSES en parle. Ensuite, il y a ce qui n'est pas mieux caché, qui est encore mieux caché. C'est que finalement, on utilise des trucs dans lesquels on a placé des nutriments soi-disant pas bons pour la santé, par des trucs qu'en sont pas. Je suis pas vraiment sûr qu'ils soient si bons pour la santé que ça, quoi. C'est un peu ça, l'action de SIGA, et c'est en ça que moi je m'y retrouve. Si on veut éliminer ce genre de trucs, il faut arriver au plus naturel et au plus original possible. Comment on a des denrées originales, c'est-à-dire d'origine, quoi. Oui, on peut avoir plein de trucs différents, plein de variétés, tout ça.
mais ça suffira peut-être pas. Je voulais revenir juste sur un autre truc, c'est améliorer la qualité de nos denrées. Améliorer la qualité des denrées, moi je connais des endroits, ils font des tableaux et ils cochent. Hein. Malheureusement, mal cuisiné, enfin, je veux dire, mettre dans une barquette directement, en plastique bien sûr, des haricots verts surgelés, cuits, bio ou pas bio, c'est pareil. Hein. On n'a pas fait beaucoup plus d'efforts, quoi. Juste, la société en question s'est fait imposer par un de ses clients d'avoir du bio. Voilà. Alors, elle a mis du bio. C'est comme ça. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'on fait aimer le bio. Déjà, c'est difficile de faire manger des légumes aux mômes. Si en plus, c'est pas bon, c'est trop dur. Donc, il y a cette entrée de la qualité, comme disaient les qualiticiens il n'y a pas si longtemps que ça. La qualité, je la reconnais quand je la vois. Hein. Et en fait, c'est bien de ça c'est bien avec ces éléments-là, je pense qu'il faut essayer de vivre la vie d'aujourd'hui qui n'est pas aussi voilà, qui n'est pas aussi linéaire qu'avant, d'autant que effectivement avec Internet, tout le monde sait tout, peut tout savoir, et tout le monde a bien évidemment son avis, c'est normal, et tout le monde a ses attentes. Moi, je trouve qu'il y a une limite à la satisfaction de ses attentes individuelles en restauration collective. Et que si on se dit, bah voilà, on va faire plein de menus pour plein de gens, etc., elle est où la cuisine qui sait faire ça en vrai, hein, qui cuisinera tout ça? Voilà, la cuisine de 3000 qui va faire 30 menus de 100 personnes, voilà, pour répondre aux 30 attentes différentes. Au moins, elle a déjà réussi à en avoir que 30, hein, c'est bien, hein, sur 3000. Mais les 30 productions, qui c'est qui va les faire? Voilà. Il suffit de regarder quand, par exemple, des entreprises répondent à des marchés de repas livrés à des villes qui leur demandent un choix de 3 trucs, de 3 plats. Bon, alors il y en a un, elles vont le faire, le cuisiner, je veux dire. Le deuxième, elles vont peut-être l'assembler. Le troisième, il sera tout fait. Hein. C'est pas la peine de rêver. Hein. Et en fait, voilà, on est dans des injonctions contradictoires entre satisfaire des attentes de base, je veux choisir ce que je mange, et je veux bien manger. Moi, je pense qu'il faut choisir entre les deux. Et moi, vous avez compris ce que je privilégie. Merci Jean-Jacques. On va passer du coup, je pense, aux questions pour ce thème 2. Il y a un certain nombre de questions qui sont remontées. Eh bien, écoute, on va poursuivre avec toi, Jean-Jacques. La première question, c'est dans un souci de production et de gain financier, il est à redouter que l'alimentation en collectivité se fournisse uniquement dans des élevages intensifs et des productions de légumes et fruits soumis aux pesticides. Quel est votre point de vue? Non. Ce qui est certain, c'est que notre alimentation va être quand même de plus en plus transformée, ça j'en suis persuadé, y compris dans la restauration collective. Mais il faut chercher à avoir ce travail vertueux de production. À partir du moment où on va dire qu'on cuisine, et la carotte du coin de la rue, du petit producteur, bien crado, pas le producteur, hein, la carotte toute terreuse, tout ça, elle n'est pas plus chère que la carotte toute propre qu'on va me refiler qui vient de je ne sais pas où. Hein. Et qui est produite en intensive, qui est lavée au savon. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de raison. Donc, les collectivités, si elles ont entrepris cette démarche-là, intellectuelle et politique, elles doivent se doter de techniciens capables de trouver, de faire du sourcing. Aujourd'hui, c'est autorisé. Hein, ce qu'on a interdisé il y a 20 ans en marché public, c'est prôné aujourd'hui. Alors, on prône le sourcing, on prône les petits lots, on prône tout ça. Moi, je me suis fait tellement attaquer sur ça que je peux vous dire que ça a changé. Hein. Et donc, en fait, si on sait faire ça, eh ben, on va aller les trouver, les produits qui sont au prix qu'on est capable de payer. Alors, si c'est sûr, hein, si aujourd'hui, un mec il veut payer 1,30 € dans l'assiette d'un môme, ça ne sera pas bon. Voilà. C'est tout, ça c'est sûr. Enfin, il faut réfléchir un tout petit peu sur le coût global. La prestation globale, elle répond et elle a un prix global. Ce prix global, il est entre, mettons, 8,50 et 10 €. Si on met 1,20 €, on a mis quoi dans l'assiette comme proportion? Rien. Et si je veux rajouter 40 centimes, c'est quoi 40 centimes sur 10 €? Franchement. Bon, alors, moi j'ai entrepris cette démarche-là.
dans une situation d'une restauration qui était très, très déficitaire. Et je l'ai entamé et j'ai entrepris ça avec les parents, en discussion avec les parents, en disant, voilà, on est à des prix très bas de paiement. Moi, je voudrais rajouter ça et rajouter tant d'argent dans l'assiette, mais je n'aurai jamais la subvention pour faire ça et c'est vous qui devez payer si vous voulez qu'on fasse ça. Personne n'a râlé, hein. En sachant que, bien évidemment, c'était une tarification sociale, il y avait je ne sais pas combien de tarifs, les pauvres, ils n'ont jamais rien payé, les riches, ils ont tout payé. Bon, mais 1 euro par repas, 140 repas, c'est 140 euros pour avoir 1 euro de plus dans l'assiette. Non, mais personne ne discute sur ça, hein, normalement, et les gens, ils comprennent vite ce que ça représente, surtout si on leur explique, hein. Donc, les coûts denrées sont assez bas, on doit pouvoir en rester à des prix assez bas, mais maîtrisés. Ensuite, il y a des moyens quand même, avec des bons produits, de payer pas cher. Moi, j'ai l'habitude de dire que la salade en sachet, c'est super parce qu'on n'a rien à foutre. Enfin, c'est quand même meilleur la salade hein, que le sachet, quoi. Bon, pour moi, une salade en sachet, c'est d'abord un sachet. Une salade, c'est une salade. Donc, je fais un peu figure de dingo quand je dis ça, mais je prône ça et je pense que ça, c'est vraiment une révolution parce qu'on rentre voilà, on rentre dans le goût, c'est tout. Il n'y a que le goût. Parce que sinon, préparer des salades, c'est chiant et c'est long. C'est pas difficile, mais c'est long. Et donc, une grosse cuisine qui fait 10 000, elle ne produira jamais sa salade. C'est pas possible. Elle ne pourra pas y arriver. Mais on peut le faire avec moins. Ensuite, on peut faire cette salade ailleurs, dans l'école, dans le restaurant, dans 2-3 restaurants. On peut le faire, c'est possible. Il faut se creuser la tête et se torturer un petit peu. Mais à partir du moment où on a décidé qu'on prenait cette salade, moi, j'ai acheté des salades. J'avais une offre super pas chère sur les salades. Elles étaient fanées autour, elles n'étaient pas bien présentées, etc. À la fin du compte, il fallait enlever toutes les grandes feuilles. Et c'est quoi le prix à la feuille de salade mangée? C'est ça qui nous intéresse, le prix de la salade, de la feuille de salade mangée. C'est le même prix avec les salades pas chères et les salades chères. Hein. C'est le même prix. D'autant que c'est pas cher quand même une salade. Hein. Une belle salade bien utilisable, où on utilise toutes les feuilles bio à 1 euro, c'est pas beaucoup plus cher que la salade conventionnelle, pas terrible quoi. Hein. Franchement, si on revient à la feuille. Et ça va être pareil hein, sur d'autres trucs. On peut acheter des produits nobles, des viandes, et les cuire à juste température, où elles vont perdre beaucoup moins d'eau et avoir des produits qui soient bien et sains et bien élevés au sens nourriture de la bête, et les avoir et perdre beaucoup moins de matière et perdre beaucoup moins de nutriments. Donc, à la fin du compte, le prix va être assez sensiblement équivalent. Il ne sera pas du tout du simple au double. Très, très loin de ça. Donc, il y a cette réflexion à avoir. Il y a des machines aujourd'hui qui savent faire ça. C'est-à-dire qu'on est aidé quand même par des équipementiers, quoi. On est aidé par de l'industrie. Et ça, c'est très intéressant. Et la lutte contre le gaspillage qui fait que je peux mettre un peu plus d'argent. Si à la fin, c'est pas gaspillé, déjà, ils auront mangé les trucs. Ensuite, je réfléchis à combien de grammes. Je réfléchis un peu plus loin, quoi. C'est pareil que ce que je disais sur l'inox. L'inox, il va falloir faire attention à celui qu'on achète. Hein. C'est pas parce que c'est de l'inox que c'est bien. C'est l'inox bien qui est bien. L'inox pourri, il est pourri. Il est plein de chrome. Les inox chinois, je suis désolé, mais ils n'ont pas le Covid, mais ils ont pas mal de chrome quand même. Hein. Merci Jean-Jacques pour cette réponse. Le temps file décidément. Alors j'ai quand même d'autres questions. Il y en a une qu'on souhaitait pouvoir adresser à Didier. La sécurité absolue tue tous les goûts et n'aide pas à l'immunité des gens. Est-ce que le fait de vouloir créer des aliments sûrs d'un point de vue toxicologique nous a éloignés, sans le vouloir, d'une alimentation durable à base d'aliments bruts, simplement transformés et respectueux de l'environnement? Il y a plusieurs notions dans cette question. Déjà, l'immunité ne peut venir que du biologique et pas du chimique. Donc, si vous intoxiquez avec du chimique pour être immunisé toute votre vie, c'est pas possible. Ça n'aurait pas une augmentation de l'immunité. Par contre, le biologique, oui, on peut s'immuniser avec, par exemple, quand on mange du fromage, on s'immunise contre des moisissures. Quand on mange des yaourts fermentés, donc le yaourt classique, on s'immunise contre pas mal de choses, contre les bactéries.
Donc ça, évidemment, ça s'acquiert au cours du temps. Moi qui suis tout le temps en déplacement dans des pays où il n'y a pas de sanitaire, je suis un immunisé chronique, quoi. J'ai un estomac d'enfer et quand les jeunes m'accompagnent, ils finissent tous malades et moi je les regarde et je leur donne des médicaments pour les soigner. Donc c'est ça l'immunité. Après, est-ce que les aliments transformés vont immuniser plus? C'est le même problème, quoi. Ça va dépendre de leur richesse en micro-organismes, c'est-à-dire dépendre de la stérilisation ou de la pasteurisation qui sont subies avant. Quel que soit l'aliment à partir du moment où il va venir de la terre, comme la salade de Jean-Jacques, vont être farcis de micro-organismes, hein, puisqu'on peut compter sur une salade jusqu'à 1 million de micro-organismes par gramme. Une salade très propre va contenir à peu près 1 million de micro-organismes. Donc au niveau immunitaire, ça va être la même chose. Une salade qui va être traitée avec des pesticides, par exemple, va contenir à peu près la même quantité de micro-organismes, sans la mesurer de multiples fois. Les pesticides vont jouer plutôt sur la qualité des micro-organismes et sur la sélection des micro-organismes, parce qu'il y en a qui vont être plus sensibles à certains pesticides que d'autres. Et par contre, pour l'immunité, ça va être la même chose. Donc, ce n'est pas parce que vous payez cher quelque chose que vous allez être plus immunisé contre les dangers. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est très compliqué, les problèmes des pesticides. Le pesticide est mis pour certainement des raisons agricoles et qui ne sont pas des raisons alimentaires. En alimentaire, on ne veut pas de molécules toxiques. Par contre, en agriculture, s'il y a des maladies, par exemple, on est obligé de les traiter. Ou un animal, par exemple, quand il est malade, on est obligé de le soigner. Ça s'appelle de l'éthique, hein. Un homme aussi, s'il est malade, on le soigne. Effectivement, ça se fait souvent avec des produits chimiques. Donc, il faut que cette limite n'apporte pas de toxicité ou du cancer. Le cancer n'est pas une toxicité. C'est quelque chose qui se passe au cours du temps. C'est souvent des accumulations de petits problèmes, le cancer, extrêmement compliqué à gérer. Moi qui travaille beaucoup sur les mycotoxines, par exemple, on en a certaines qui sont cancérigènes à des doses correctes. Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on met du pesticide au champ qu'on a du pesticide dans l'aliment, puisqu'on a des normes qui sont très sévères sur la quantité de pesticides qui sont autour de quelques microgrammes par kilo. Donc, pour ceux qui savent, c'est des millionièmes de grammes. Donc, on va retrouver à peu près les mêmes quantités de pesticides dans du bio, dans du non-bio. C'est pas un problème sanitaire énorme, c'est un problème agricole énorme. On aimerait faire disparaître les pesticides, mais c'est qu'il doit y avoir des raisons. Alors, je ne suis pas du tout agriculteur, moi, ce n'est pas ma technicité, mais par contre, au niveau sanitaire, ce n'est pas un grand problème. Un problème sur la durée, c'est évident, mais qu'on a du mal à cerner, hein, en termes de cancer. Merci Didier pour ces explications. On a un webinaire sur l'alimentation durable et notamment des modèles agricoles durables qui a été mené précédemment. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube avec intervention des docteurs Anthony Fardet et Michel Duru. On clôture ce second thème avec une dernière question pour Virginie. Pour les menus végétariens, quelle est selon vous la différence en termes d'ingrédients entre un plat protéique dont les sources principales de protéines sont les céréales et ou les légumes secs et un plat transformé, donc j'imagine ultra transformé, à base de protéines végétales? Je vais te laisser rouvrir ton micro. Avec le micro, ça marchera mieux, effectivement. La question est relativement simple. Mon choix ira vers des plats cuisinés, association céréales, légumes secs, ou des plats avec du fromage, ou des plats avec des œufs, plutôt que effectivement les produits ultra transformés. Mais pour faire le lien avec ce que Jean-Jacques Cazan disait tout à l'heure, on n'a pas toujours la capacité de production d'un second repas. Donc aujourd'hui, un certain nombre de cuisines proposent un menu végétarien dans la semaine. Quand le menu végétarien concerne l'ensemble de la production, donc que tout le monde est servi en menu végétarien, il y a plus de facilité pour qu'il soit cuisiné. Par contre, quand le menu végétarien est proposé tous les jours en complément d'un autre menu, on se retrouve dans le cas qu'évoquait tout à l'heure Jean-Jacques Cazan, dans le cas du choix. Et est-ce qu'il y a réellement dans l'établissement la capacité de production des deux menus? Et du coup, s'il n'y a pas la capacité de production des deux menus, on est dans l'obligation de faire appel à des produits industriels. Et la question se pose, est-il possible d'avoir des produits industriels sains?
Donc, pour moi, actuellement, c'est compliqué. Sur les produits végétariens que je peux voir passer, c'est un peu compliqué, surtout concernant les enfants. Donc, je vais avoir tendance à préférer de cuisiner un menu végétarien seulement une fois dans la semaine pour tout le monde, plutôt que de proposer un choix tous les jours dans les établissements où j'ai pas la capacité de faire une réelle production de plats végétariens. Merci beaucoup pour cette réponse. Côté SIGA, effectivement, on observe une chose similaire, hein, c'est-à-dire les substituts de viande aujourd'hui sont en majorité ultra transformés. 98% je crois en conventionnel, 94% en bio. Dans la majorité des cas, effectivement, c'est constitué de protéines végétales isolées et non pas de farine de légumineuses. Mais je crois savoir que certaines gammes sont développées moins ultra transformées. Je crois d'ailleurs que Virginie a pu travailler aussi à ceci. Nous allons peut-être pouvoir en discuter sur ce dernier thème que nous allons ouvrir, celui des outils que vous utiliseriez. Donc après, effectivement, ces enjeux, ces normes, lois et éventuels labels. Maintenant, on va venir sur ces outils. Quels seraient les outils, vous avez pour travailler sur ces notions ou vous connaissez? Virginie, d'ailleurs, vous avez travaillé sur l'alimentation de la qualité des repas servis dans la cuisine centrale, enfin pour le compte de la cuisine centrale des lycées de Toulouse avec SIGA. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler? Oui, bien sûr. Donc pour présenter la cuisine centrale, elle cuisine pour 12 000 repas jour. Elle sert des lycéens et des collégiens. Et elle est aussi le siège d'un groupement d'achat qui représente 45 000 repas jour. Donc le travail sur le marché public que l'on a mené ensemble avec la cuisine centrale impacte sur près de 50 000 repas jour sur la région toulousaine. La base du travail a été, il y a quelques années, pour moi, de définir les produits en termes de qualité dans le cahier des charges, mais en l'adaptant à l'offre réelle des fournisseurs, parce que on est quand même contraint par les capacités de production des fournisseurs. Donc, l'idée, elle est de faire évoluer, mais elle n'est pas non plus d'avoir des marchés infructueux. Alors ça, c'est le cadre réglementaire des marchés publics. Mais un marché infructueux au niveau financier, c'est très lourd, vous imaginez bien, pour 12 000 repas ou pour les 45 000 que représente le groupement d'achat. Donc, on est obligé de faire du sourcing, même si c'était pas autorisé, on était quand même obligé de le faire pour mieux connaître le marché, parce que il fallait absolument qu'au niveau financier on tienne la route. Donc effectivement, il y a cette définition-là qui est importante. Et ensuite, il y a l'analyse de l'offre. Donc, c'est quand les fournisseurs répondent au marché public, ils nous envoient donc les produits en échantillon et en fiche technique. Et moi, mon travail, il a été depuis une dizaine d'années de donner une note nutritionnelle aux produits avec lesquels les fournisseurs répondaient. Cette note nutritionnelle, elle rentre suivant les lots, elle compte pour 10 à 40% de la note finale du fournisseur par rapport aux autres critères utilisés. Et sur le marché de 2019, Lionel Ramon, donc le responsable des achats à la cuisine centrale des lycées, a souhaité aller plus loin. Les critères que j'utilisais étaient purement nutritionnels. J'avais commencé à mettre l'huile de palme et les nitrites, mais je m'étais arrêtée là. Donc la majorité de mes critères reposaient sur les aspects nutritionnels, adaptés en fonction des produits et des lots. Et Lionel Ramon a souhaité aller plus loin en introduisant les additifs. Et donc moi j'ai cherché des critères, j'ai cherché quelque chose sur lequel m'appuyer, parce que construire quelque chose moi-même me paraissait une charge très lourde. Et c'est là que je suis rentrée en contact donc avec SIGA, suite à une conférence
du docteur Anthony Fardet. Voilà, je suis rentrée en contact avec SIGA et j'ai expliqué ma situation et du coup, on a travaillé ensemble sur cette expérience. Donc, l'expérience a été de noter, donc de donner l'indice SIGA à l'ensemble des produits que l'on avait sélectionnés. Évidemment, sur les produits bruts, on n'a pas donné d'indice SIGA. On a sélectionné les produits qui étaient transformés dans l'offre. Et donc, à partir de cette note, de l'indice SIGA, on l'a traduit, nous, en notes, de manière à pouvoir discriminer les fournisseurs sur cette base-là. Donc, nous, on l'a traduit en notation chiffrée pour l'intégrer dans la note, pour que ça devienne la note qualité. Alors, pour rassurer mes collègues diététiciens, que je sais nombreux aujourd'hui, l'indice SIGA a conservé la quantité de lipides, de sel et de sucre pour ce qui est du pur nutritionnel. Et le travail nutritionnel, pour moi, repose plus dans le quotidien, dans la restauration collective, par les menus et la fréquence de présentation des plats et par les grammages servis. Donc, pour l'aspect nutritionnel pur, le travail, pour moi, il est plus sur le quotidien que sur la matière première. Donc, le résultat de ce marché, ça a été que on a eu 60% des lots étudiés ont été attribués à ceux qui avaient obtenu la meilleure note en qualité nutritionnelle. Ce qui nous a amené à une diminution de 5% des aliments ultra transformés. Donc, parmi toute l'offre, on aurait pu choisir d'autres lots et parmi l'offre, on a réussi à réduire de 5% la quantité d'aliments ultra transformés. Donc, c'était quand même une belle réussite sur l'offre. Et je le disais tout à l'heure, une démarche qualité en amène une autre. Et ce fut le cas à la cuisine centrale l'EIC, où effectivement, Lionel Ramon, ayant sur chaque lot retenu la note de l'indice SIGA, a fait le choix politique de réduire la quantité d'aliments ultra transformés utilisés. Donc, il a reporté les lignes dans son marché, il a reporté les lignes des produits qu'il ne souhaitait plus utiliser, il les a reportés sur d'autres articles du même lot pour quand même rester dans le cadre réglementaire des marchés publics. Mais il y a un certain nombre de produits qu'il a éliminés de son utilisation depuis 2019. Donc, il y a cette première démarche qui a été faite. Et pour certains lots, il était, entre guillemets, coincé parce qu'il n'y avait que des produits ultra transformés. Donc, il ne pouvait pas réduire les produits ultra transformés. Et là, c'est Pascal Delcouder, le chef de la cuisine, qui est rentré en jeu, qui s'est pris au jeu avec lui. Et ils ont travaillé sur les recettes. Et par exemple, aujourd'hui, donc pour une production de 12 000 repas jour, l'ensemble des sauces servies avec les viandes et les poissons sont fabriquées avec des produits vrais. On n'a plus d'aliments ultra transformés dans les sauces aujourd'hui sur cette cuisine centrale-là. Merci beaucoup pour ce témoignage, Virginie. C'est une opération dont nous sommes très fiers chez SIGA. À chaque fois, j'ai une larme qui me vient quand je pense à tous ces enfants. J'espère grandement que nous pourrons le réitérer sur d'autres collectivités pour que davantage d'enfants puissent bénéficier de ces services. Effectivement, il était compliqué d'arriver à un 0% ultra transformé du fait même des réponses apportées par les industriels. Au-delà de ces 5%, on a un poster scientifique que vous retrouverez sur notre site internet lié à cette opération. Vous découvrirez dans ce poster qu'au-delà de la proportion d'aliments ultra transformés, les marqueurs présents dans les aliments retenus ont baissé de 20%, les substances à risque de 40%. J'espère grandement que ça pourra inspirer certains d'entre vous. Jean-Jacques, vous prenez-vous souvent un retour à des notions simples et essentielles, donc plus de simplicité dans la manière de constituer cette offre. Comment est-ce que vous, concrètement, vous travaillez avec les structures que vous suivez pour amener davantage de simplicité dans leur démarche? J'essaie de leur faire prendre conscience d'outils disponibles et puis des éléments essentiels sur lesquels il faut agir. D'abord, il faut parler d'argent quand même. Moi,
personnellement, je pense qu'on ne dépense pas assez sur la nourriture. Voilà. Je pense ça. Ceci dit, il y a quand même un problème, c'est que je ne sais pas très bien combien je dépense en fait en nourriture. Et c'est vrai aussi en restauration collective. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que je vais sur le marché, machin, acheter au producteur, truc. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, combien il y a de nourriture, combien il y a d'argent dans la nourriture? Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut atteindre et qu'il faut travailler. Et pour ça, il y a un outil, c'est les circuits courts et le développement de ces circuits courts. Et pour ça, on a un outil supérieur à ça, c'est les projets alimentaires territoriaux et de la mise en relation entre l'offre, la demande, les attentes, et qui pose les problèmes jusqu'au bout, y compris les questions de foncier. Parce qu'à la fin du compte, c'est quand même de ça qu'il va s'agir. Un peu, et parfois beaucoup. Dans le Gers, c'est pas très vrai. À Lyon, oui. Je parle pas de Paris, hein. Moi je suis parisien, nul n'est parfait. Hein. Bon, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, si on parle d'argent, c'est combien on dépense en restauration collective pour la restauration. Alors, si on regarde les budgets des hôpitaux, je crois qu'on est très dispendieux, nous. Hein. Parce que quand on regarde des fois combien ça coûte, moi ça me fait peur. Hein. C'est trop peu. Il faut réfléchir à ça. Et si les sociétés de restauration, qui doivent aussi faire leur argent là-dessus, doivent le faire, bah, c'est normal qu'elles cherchent des petits passages pour et assurer le truc dans les contraintes financières qu'on leur demande, en tout cas qu'elles ont l'impression qu'on leur demande, et qu'elles ne renient jamais. Moi, j'ai eu une discussion stratégique avec une société en disant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que de temps en temps vous parlez de prix, de temps en temps vous parlez de qualité, c'est incompréhensible. Il faut choisir une orientation. Alors, il y en a qui ont choisi, il y en a qui n'ont pas vraiment choisi, on dirait, et qui répondent à tout. Des fois, c'est des marchés de prix, ça se voit, hein, c'est écrit dans l'appel d'offres. Hein. Et puis, des fois, on cherche plus de qualité, etc. Alors, pourquoi, si jamais je mets mon truc trop cher, je n'aurai jamais mon marché, etc. Bon. Et en fait, on revient souvent un peu en arrière sur les questions de qualité et on va rechigner sur la qualité au profit du prix. Et pourtant, les marchés publics ont le droit d'utiliser le prix comme une variable pas si essentielle que ça. À partir jusqu'à 30%, bon, 30% sur le prix, il y a quand même de quoi négocier ailleurs. Hein. Et on voit bien ce qu'on cherche à avoir. Alors, bien sûr, on ne va pas dépenser 1 million d'euros de plus, ou 100 000 euros. C'est la commune, en fait. Mais, bon, ça relativise cette importance. Donc, moi, j'aide les acheteurs cette importance dans leur marché, que ce soit des marchés de repas, que ce soit des marchés de denrées. En particulier avec mon affaire de salade, là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est essentiel, c'est que la restauration, c'est un métier de main-d'œuvre. Hein. Donc, il y a des belles machines, il y a des super denrées. Enfin, il faut des cuisiniers. Hein. Et les cuisiniers, ils cuisinent. Donc, il faut revaloriser les cuisiniers dans les établissements, il faut revaloriser les cuisiniers dans les cuisines centrales, il faut revaloriser les agents de restauration et les cuisiniers et les commis dans les restaurants, qu'ils soient sur place ou qu'ils soient en portage. Il faut valoriser ça. Il faut une formation des cuisiniers. Il faut une formation des agents de restauration sur le service et sur la cuisine. C'est encore plus vrai, bien évidemment, quand on parle des produits, des plats végétariens. Je veux dire, les cuisiniers, on leur a appris à faire de la viande et puis les trucs autour, ça sera pour le second ou peut-être pour un commis. Non. Et là, maintenant, on se dit, ah ben quand même, ben oui, de toute façon, on a toujours eu plus de légumes que de viande hein, dans l'assiette, hein, en poids. Et pourtant, le truc noble, c'était la viande, le morceau de viande. Il y a beaucoup plus de frites dans un steak frites que de steak. Et pourtant, c'est un steak frites, c'est pas un frites steak. Donc, en fait, il y a quand même tout un travail à faire de prise de conscience, de réflexion et de formation. Moi, je ne suis pas végétarien, hein, je suis assez flexitarien parce que je ne cherche pas à tout prix à manger de la viande à tous les coups. Je mangerais volontiers plus de poissons, mais ça, c'est plus compliqué à acheter, à faire. C'est encore plus cher. Bon, bref, je passe. Mais
Mais c'est vrai qu'on trouve des goûts très, 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 très différents chez les gens qui mangent végétarien. Très, très différents, mais il faut savoir le cuisiner, quoi. Et aujourd'hui, nos cuisiniers, ben, ne savent pas très bien cuisiner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on leur refourgue des trucs qui ont le même goût que les autres. À quoi ça sert de manger un nugget? Déjà, je trouve que ça ne sert à rien de le manger en restauration, quel que soit ce qu'il y a dedans. Hein. Alors là, ils mangeront ça à la maison, c'est très bien. Hein. Les steaks hachés, c'est pareil. Hein. Cuisinons des trucs. Et cuisinons des trucs chers, des trucs qui n'iront pas s'acheter. Il y a quand même une population qui ne mange effectivement à sa faim et dans des cadres nutritionnellement bien, équilibrés, que en restauration collective. Que certains enfants, c'est que le midi qu'ils ont un repas complet, réel et équilibré avec des bons produits. Alors, on ne va pas dilapider ça et on ne va pas laisser tomber la qualité des produits. Et on ne va pas laisser tomber la qualité de ce qu'ils auront dans leur assiette pour le manger. Et donc, il faut aller et sur la qualité des produits et sur la qualité du process de fabrication, donc la formation des cuisiniers. Ça, c'est un outil essentiel dont on ne peut pas se passer. Ça, c'est certain. Ensuite, de l'outillage, il y en a, on a des réglementations qui sont positives, il y en a qui sont un peu casse-pieds, qu'on peut souvent tourner du casse-pied au positif, hein, on va s'en servir. La loi Egalim, elle impose d'informer les gens de ce qu'on leur sert. Mais c'est un atout extraordinaire, ça. Parce que c'est comme ça, tous les ans, il faut dire aux convives et à leurs représentants, donc les parents, vous savez, les électeurs, il va falloir leur dire ce qu'on leur a mis dans l'assiette hein, pendant l'année. Et qui c'est qui va leur dire? Ben, c'est signé le maire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc on a des moyens de tirer par la manche, en fait, un peu. Et ça, c'est des bons outils. Ensuite, il y a des trucs qui sont du cadrage, qui sont inutiles et inefficaces. Pareil que dire demain matin, on arrête le plastoc. Moi, je trouve que c'est bien d'arrêter le plastique. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de liaison froide. Hein. Donc, moi, le plastique, je ne savais même pas ce que c'était. Hein. C'est quand même ça, hein, la base. Hein. Et quand on est en cuisine sur place, le plastique, à part si on l'achète pour mettre la nourriture dedans, ben, on n'en a pas vraiment beaucoup besoin. Hein. On l'a dans ce qui arrive de l'extérieur, les denrées, quoi. C'est sûr, la viande, ce que je disais, hein, elle n'est pas à l'air et un peu fermée dans du papier. C'est pas possible. Bon, donc on a trouvé un moyen sain et salubre pour la transporter. On trouvera un autre. Hein. Les industriels sont très très innovants quand ils ont compris que le produit il est plus bon, il faut en changer. Ils vont faire de la vraie innovation, c'est-à-dire ils vont créer un nouveau marché. Pas ils vont juste tordre un peu le truc. Non, un nouveau marché. C'est ça l'innovation, c'est un nouveau truc. Bon, alors c'est sûr, les industriels du soja, ils ont fait des nouveaux produits. Hein. Mais franchement, à quoi ça sert de manger des nuggets de soja qui ont exactement le même goût, certains que le truc de poisson, les autres que celui du poulet, avec le goût, la texture et l'odeur. Bon, moi, ça me fait peur personnellement, mais moi, je ne mange pas de nuggets, donc vous avez compris que je n'ai pas peur longtemps. Mais je trouve que si on veut manger du végétarien, il faut y trouver un plaisir différent à celui qu'on a avec l'autre truc. Sinon, ça sert à quoi? Tout est dans tout et réciproquement, et vas-y, je te fais du gloubi-boulga. Autant le prendre en vrai, le gloubi-boulga. Hein. On ira demander une recette à l'île aux Enfants, et je suis sûr qu'on en trouvera une. Mais voilà, je veux dire, on a besoin de revenir à des choses un peu simples. C'est, je veux un produit, je le veux pour lui aussi. Hein. Et je veux en tirer la totalité de ce que je dois pouvoir en tirer. Et ça, c'est le cuisinier qui va en tirer quelque chose. Et c'est lui qu'il faut valoriser d'abord et avant tout. Et nous, dirigeants de la restauration collective, puisque c'est ça que je représente aussi, eh ben, on va essayer de les mettre en avant, de les aider. Et puis voilà. Et nous, on va aller négocier un certain nombre de choses. Et oui, j'ai vu, est-ce que c'est possible que des cuisines à taille humaine? Bon, ensuite, il faut définir la taille humaine. Pour les uns, la taille humaine, c'est 80 mômes. Je pense que 80 mômes dans la cuisine, c'est un peu casse-gueule. Hein. Parce que juste comme ça, à l'esprit, les personnels qu'on veut former, 80, c'est un cuisinier. Il est tous les jours là. Bon, à part quand il tombe malade. Alors, quand il tombe malade, vous asseyez par terre dans la rue et vous pleurez parce que vous n'avez personne d'autre, de toute façon. Et puis ici, il n'est pas malade, parce que c'est vrai que quand on travaille tout seul, on est beaucoup moins souvent malade. Mais un jour, on se dit, ça serait bien qu'il travaille avec quelqu'un d'autre. Ah non, non, il est tout seul ici. Il travaillera ici.
Donc, il faut réfléchir un peu à la mutualisation qu'on va faire. Quel degré de mutualisation? Qu'est-ce que c'est le fonctionnel qu'on peut mutualiser? Parce qu'il n'apporte pas grand-chose quand on est tout seul. Et comment est-ce qu'on peut aménager et améliorer cette formation entre pairs que va être la production à plusieurs d'un peu plus de repas? Donc, le humain, il peut aller un peu plus loin que les 80, hein, bien plus loin, beaucoup plus loin. Il s'arrête, à mon avis, au moment où on n'arrive plus à produire vraiment tout ce qu'on veut et où on commence à être obligé de faire des impasses. Et là, on commence à se poser la question. Et bon, ben voilà. Alors, c'est pas toujours pour tout le monde pareil. Et ça va demander de la compétence. Et ça va vachement dépendre de la compétence de l'équipe, de la compétence du responsable de la cuisine, de la compétence du coordinateur, de l'organisateur, etc. En tout cas, nous avons un certain nombre de compétences avec nous ce jour. J'aimerais revenir, merci Jean-Jacques pour ces commentaires. J'aimerais revenir à Didier. On va finir ce dernier thème consacré aux outils notamment. D'après vos travaux sur la sécurité alimentaire, Didier, on voit que les risques et dangers sont nombreux. Faut-il aller plus loin que la loi et les démarches sanitaires en vigueur, selon vous? Alors, la risque, quand tu dis plus nombreux, ça dépend par rapport à quand et par rapport à quoi. L'alimentaire n'a fait que s'améliorer durant ces 60 dernières années. On est passé du tout pesticide à une agriculture de plus en plus intelligente. Donc moi, je pense qu'on s'améliore au cours du temps. Ce qui nous perturbe actuellement, c'est plus la connaissance des consommateurs et l'information du consommateur. Pour moi, la qualité a augmenté, y compris au niveau industriel. Et pardon pour ce terme. Industriel plus qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que j'achète ça. Hein. Je vous parle de sûreté sanitaire des aliments. Alors, ce que doivent gérer tous ces gens, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui en fait, est dû au fait qu'on soit très riche et qu'on ait une alimentation à volonté dans tous les secteurs, hein, que ce soit viande, légumes, fruits. On est gâté par la nature en France. Dès qu'on raisonne un petit peu à l'extérieur de la France, à l'extérieur de la Méditerranée même, si on monte vers le nord, là on a des pays qui sont extrêmement développés mais qui n'ont rien à manger. Donc ceux-là, il faut qu'ils achètent, il faut qu'ils trimballent leur nourriture. Le circuit court, ils ne connaissent pas ces gens-là. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, on parlait du régime crétois, là, qui est notre régime à nous en fait. C'est presque le régime idéal. Je ne parle pas de bio, je ne parle pas d'éthique, je ne parle pas de bien-être animal, je parle d'un régime crétois. Voilà. Le régime méditerranéen, c'est le top. Si vous allez dans le sud, vous tombez sur des zones qui sont désertiques où les Marocains, les Tunisiens, les Algériens vivent d'importation. Ils importent 70% de leur nourriture de nos pays à nous. Alors après, il faut faire des choix financiers quand on est un dirigeant de ces pays-là. Donc, on est gâtés, nous, dans nos pays, et on a des raisonnements de gens gâtés. On voudrait de l'aliment sans OGM, avec bien-être animal, parfaitement écologique, qui ne contienne pas de sucre, pas de sel, mais qui soit très bon, sans émulsifiant. Et tout ça, c'est extrêmement compliqué, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voudrait, on rêve tous de ça, mais ça n'existe pas. Alors, on a une évolution qui est psychologique dans l'alimentaire et qui va dans le bon sens, hein, avec la formation des industriels, la formation des élèves à l'école. Et moi, je trouve que la formation, par exemple, n'est pas faite encore sur les enfants, hein, dans les écoles, sur l'alimentaire. On a des adultes, donc des parents maintenant, qui ont été ratés complètement d'un point de vue formation. Attention, hein, je ne parle pas du reste, hein, il y a des gens très bien. Mais ils n'ont pas été formés. Moi, à chaque fois que je fais des conférences publiques, les gens s'agitent sur des détails qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, en Afrique, par exemple, où je travaille quasiment tous les mois, on me parle d'aliments sans OGM. Je leur dis, mais pourquoi vous me parlez d'aliments sans OGM puisque vous n'avez même pas les aliments normaux, quoi. Il faut d'abord vous nourrir et après, vous aurez la vie de la personne luxueuse dans laquelle nous, on vit, les Français en particulier, ou une grosse partie de l'Europe, où on peut se permettre de choisir. Voilà, on a le choix de l'alimentation qu'on veut, manger végétarien, manger plus de viande, ce qu'on veut, créer de l'obésité, on est encore libre de le faire, même si ça coûte cher après en soins. Donc la nutrition, c'est hyper important, mais c'est quand même quelque chose de pays luxueux, quoi. Il y a beaucoup je ne sais pas, il y a 70% de la planète qui n'ont pas ce luxe, là, il faut le savoir, quoi. On est dans un pays
luxueux d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue technologie, d'un point de vue éducation, d'un point de vue collectivité. Moi, je ne connais pas d'autres continents sur la planète où on peut dire qu'on a une alimentation de collectivité de qualité. Que ça soit sanitaire, c'est obligatoire qu'en Europe, que ça soit nutritionnel et que ça soit avec des additifs tout à fait corrects. Et ça, faudrait qu'on soit satisfait un jour. Mais ça, ce n'est pas le cas, hein, parce que les gens ne sont jamais satisfaits en France, c'est une de nos spécialités. Et tant mieux pour nous, ça nous crée du boulot, quoi. Enfin, surtout aux plus jeunes. Voilà. C'est de la psychologie, là, à ce niveau-là. Merci beaucoup pour cette réponse, Didier. Bon, on arrive au bout de cette heure et demie. J'ai pas vu tant de questions remonter. Il y avait quand même une petite question de la part d'un distributeur qui portait sur, je pense, la sélection à l'achat. Avez-vous pu vérifier les indices SIGA que les fournisseurs ont attribués à leurs produits? Alors aujourd'hui, la manière dont la cuisine centrale des lycées de Toulouse a travaillé, c'est en nous fournissant les informations légales transmises par les industriels pour que SIGA puisse produire les évaluations. Donc, ce ne sont pas les industriels qui ont transmis les notes SIGA à Toulouse, mais qui ont transmis les informations que Toulouse a transmises à SIGA pour procéder aux évaluations et renvoyer les notes, sachant que de notre côté, tout était bien sûr anonymisé. Du coup, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous pour votre présence. Je remercie nos invités, experts du comité et invités hors comité. Merci Virginie pour cette présence et ce témoignage. Rendez-vous est donné prochainement. On a un prochain webinaire effectivement qui va arriver après alimentation durable, alimentation en collectivité. Nous traiterons d'alimentation et santé avec d'autres experts. Je vous invite à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer ce webinaire. Et en tout cas, est venu le moment de vous remercier et de remercier chacun de nos experts. Didier, merci. Merci Virginie également et merci Jean-Jacques pour votre présence et vos interventions ce jour. À très vite, j'espère. Rendez-vous en tout cas est donné aux participants dans quelques semaines pour un prochain webinaire Parole d'experts SIGA. Je vous remercie toutes et tous. Au revoir. Au revoir.